Je vais créer une version encore plus développée, atteignant les 14 000 mots demandés. La nuit où tout a basculé, Mathieu Renard ne cherchait rien de particulier. Il était simplement assis dans son atelier de lutherie à Aurillac, cette petite ville du Cantal, où personne ne se soucie vraiment de métaphysique ou de révélations cosmiques. Les gens ici s'occupent de leurs vignes, de leurs fromages artisanaux, de leurs factures, qui arrivent chaque mois avec une régularité implacable qui ne laisse aucune place à la contemplation existentielle. 53 ans, divorcé depuis 8 longues années qui avaient laissé des cicatrices invisibles mais profondes, 2 enfants qui ne l'appellent qu'aux anniversaires et parfois même pas, comme s'il était devenu un fantôme dans leur vie, une présence lointaine qui ne mérite qu'un SMS rapide une fois par an. Il polissait un violoncelle commencé 3 mois auparavant, ses mains calleuses et expertes suivant le grain du bois, dans un geste devenu tellement automatique après 30 années de métier qu'il n'avait même plus besoin d'y penser consciemment. Ses doigts connaissaient chaque courbe, chaque angle, chaque subtilité qui transformait du bois mort en un instrument capable de produire des sons qui pouvaient faire pleurer un auditoire. C'était une forme de magie, la seule forme de magie en laquelle il avait jamais vraiment cru. Le silence de l'atelier était total ce soir-là, un silence presque oppressant dans sa complétude. Pas de musique en fond sonore pour accompagner son travail, pas de télévision allumée dans la pièce d'à côté diffusant les nouvelles déprimantes du monde, pas de voix humaine pour briser cette solitude devenue si familière qu'elle était presque confortable, comme un vieux manteau usé qu'on continue à porter parce qu'on ne sait pas quoi mettre d'autre. Juste le frottement léger et rythmique de la laine d'acier contre le vernis fraîchement appliqué, créant une fine poussière qui flottait dans la lumière de la lampe de travail, et parfois, de temps en temps, le craquement du vieux bâtiment qui se contractait dans le froid mordant de janvier, comme un vieil homme qui soupire sous le poids des années. Mathieu aimait ces heures tardives, bien après minuit, quand le monde entier semblait dormir et qu'il pouvait exister sans avoir à prétendre que tout allait bien, sans avoir à sourire poliment, quand quelqu'un dans la rue lui demandait comment il allait, avec cette fausse jovialité que les gens utilisent quand ils ne veulent pas vraiment connaître la réponse. Dans ces heures silencieuses, il pouvait être simplement lui-même, sans masque, sans façade, juste un homme vieillissant qui essayait de créer quelque chose de beau dans un monde qui lui semblait de plus en plus vide de sens. Parce que rien n'allait bien, vraiment rien. Son entreprise artisanale perdait de l'argent depuis 3 ans maintenant. Une hémorragie lente mais constante qui vidait son compte bancaire et son espoir simultanément. Les commandes se faisaient de plus en plus rares. Les gens préférant acheter des instruments fabriqués en série en Chine ou en Corée pour un 10e du prix, des instruments qui sonnaient correctement, mais qui n'avaient aucune âme, aucune personnalité, aucun caractère unique. Le monde moderne ne valorisait plus l'artisanat, le temps passé, l'attention aux détails. Tout devait être rapide, bon marché, jetable. Ces mains qui avaient créé plus de 100 instruments magnifiques au fil des décennies, qui avaient restauré des pièces anciennes de valeur inestimable, qui connaissaient le bois comme un amant connaît le corps de sa bien-aimée, commençaient à trembler le matin. Un tremblement subtil mais indéniable, comme si ses propres doigts le trahissaient après des années de service fidèle. Arthrose précoce, avait dit le docteur Mercier avec cette voix cliniquement détachée que prennent les professionnels de santé quand ils annoncent quelque chose de désagréable, mais pas immédiatement mortel, comme s'ils lisaient un bulletin météo défavorable. Rien de grave pour l'instant, juste le début d'un déclin irréversible qui finirait inévitablement par lui prendre son métier, sa seule véritable raison de se lever chaque matin et de continuer à mettre un pied devant l'autre. Et puis il y avait ce vide, ce silence intérieur qui n'avait absolument rien à voir avec la paix spirituelle ou la sérénité zen dont parlaient les livres de développement personnel qui prenaient la poussière sur son étagère. Un silence lourd, oppressant, étouffant, comme une absence fondamentale de sens qui rongeait lentement tout ce qu'il touchait. Mathieu avait grandi catholique, comme presque tout le monde dans cette région rurale, profondément ancrée dans les traditions. Il avait fait sa première communion à 8 ans,
vêtu d'un costume blanc qui le faisait ressembler à un petit ange, sa confirmation à 12 ans avec toute la solennité que les adultes accordent à ces rites de passage. Il avait même été enfant de chœur pendant quelques années, servant la messe du dimanche, agitant l'encensoir, portant les burettes de vin et d'eau. Il avait prié. Mon Dieu, comme il avait prié au fil des ans. Pendant des décennies, agenouillé au bord de son lit chaque soir, comme sa mère le lui avait enseigné, il avait demandé de l'aide, de la guidance, un signe que quelqu'un là-haut dans les cieux s'occupait de lui, qu'il n'était pas juste un atome insignifiant perdu dans un univers indifférent. Il avait supplié pour que son mariage soit sauvé quand il avait senti sa femme s'éloigner émotionnellement. Il avait prié pour que son entreprise survive quand les commandes avaient commencé à diminuer. Il avait prié pour la santé, pour la prospérité, pour la paix intérieure, pour tout ce que les gens désespérés prient quand ils ne savent plus quoi faire d'autre. Mais il n'y avait jamais eu de réponse, juste ce silence cosmique qui devenait de plus en plus assourdissant avec les années, comme si Dieu était sourd ou absent ou simplement inexistant. Le mariage s'était terminé dans l'amertume et les reproches mutuels. L'entreprise continuait à péricliter malgré tous ses efforts. Sa santé se détériorait progressivement. Rien ne s'améliorait jamais, peu importe combien il priait, peu importe combien il était sincère dans ses supplications. Il posa l'instrument délicatement sur l'établi en bois massif qui avait appartenu à son père et regarda ses paumes calleuses, marquées par des décennies de travail manuel. 30 ans à créer de la beauté pour que d'autres en jouent, pour que d'autres récoltent la gloire sur scène pendant qu'il restait dans l'ombre de son atelier. 30 ans à réparer ce qui était brisé, à restaurer ce qui était endommagé, à ramener à la vie des instruments anciens qui auraient autrement été perdus pour toujours. 30 ans à donner forme à du bois mort, à le transformer en quelque chose qui pouvait transmettre les émotions humaines les plus profondes. Et pourtant, malgré tout ce talent, toute cette expertise, toute cette capacité à créer et à réparer, il ne savait absolument pas comment réparer sa propre vie. Il ne savait pas comment restaurer le sens qui s'était lentement évaporé au fil des années, comme l'eau d'un étang sous le soleil d'été. Il ne savait pas comment donner vie à cette coquille vide qu'il était devenu, cette version fantôme de l'homme qu'il avait été jadis, plein de rêves et d'ambitions et d'espoirs naïfs que tout finirait bien. C'est alors que la lumière a changé. Pas de flash aveuglant comme dans les films de science-fiction américains où les extraterrestres arrivent toujours avec des effets spéciaux spectaculaires. Pas de vrombissement dramatique qui aurait fait vibrer les vitres de l'atelier et fait tomber les outils de leurs crochets. Juste une modification subtile, presque imperceptible pour quelqu'un qui n'aurait pas été aussi intensément présent dans le silence, dans la qualité même de l'obscurité derrière la fenêtre couverte d'une fine couche de givre qui créait des motifs cristallins. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là, une anomalie dans l'uniformité habituelle de la nuit hivernale. Une présence dans la cour arrière, là où il n'y avait jamais personne à cette heure tardive, où il n'y avait normalement que les ombres des arbres nus et les silhouettes fantomatiques de ces piles de bois en train de sécher. Mathieu se leva lentement, ses articulations protestant légèrement après des heures passées dans la même position, le cœur commençant à battre plus fort sans raison apparente, une accélération instinctive qui précède souvent la reconnaissance consciente du danger. Il s'approcha de la vitre embuée par le contraste entre la chaleur douillette de l'atelier chauffé par un vieux poêle à bois et le froid glacial de la nuit d'hiver qui devait être bien en dessous de zéro. Il essuya la condensation avec sa manche déjà tachée de vernis et de colle, créant un petit cercle de visibilité, et regarda dehors dans la cour faiblement éclairée par la lumière qui s'échappait de l'atelier. Dehors, dans la petite cour arrière jonchée de copeaux de bois qui formaient un tapis odorant et de planches de différentes essences qu'il laissait sécher à l'air libre pendant des mois avant de pouvoir les utiliser, se tenait une forme.
Humanoïde, mais clairement, indubitablement, impossiblement pas humaine. Immobile comme une statue, silencieuse comme la mort. Comme si elle attendait patiemment qu'il la remarque. Comme si elle savait, avec une certitude absolue, qu'il finirait par lever les yeux de son travail obsessionnel et la voir. Que ce n'était qu'une question de temps avant que leurs regards se croisent. Mathieu sentit sa gorge se serrer brusquement, ses muscles se contracter involontairement. Ses doigts agrippèrent le rebord froid de la fenêtre jusqu'à ce que les jointures blanchissent, jusqu'à ce qu'il sente la douleur physique, comme s'il avait besoin de cette encre dans le réel pour ne pas sombrer dans la folie de ce qu'il voyait. La silhouette ne bougeait absolument pas même le léger balancement qu'aurait un humain se tenant debout dans le froid, mais elle le regardait, il en était certain, avec une certitude viscérale et irrationnelle, qui dépassait toute logique, même à travers le verre embué et la distance de quelques mètres qui les séparaient. Il y avait dans cette présence quelque chose d'infiniment patient, d'infiniment calme, d'infiniment autre, comme si le temps lui-même, cette progression linéaire que les humains suivent du passé vers le futur, s'était arrêté pour permettre cette rencontre impossible, comme si l'univers entier retenait son souffle en cet instant précis. Il aurait dû avoir peur. Toute personne sensée, tout être humain normal aurait dû être absolument terrifié par ce qui se tenait là dans la nuit. Il aurait dû appeler quelqu'un immédiatement, composer le 17 pour la police, même s'il ne savait pas quoi leur dire exactement, ou ses voisins les plus proches qui habitaient à 200 mètres, ou n'importe qui pourrait confirmer qu'il n'était pas en train de perdre la raison. Il aurait dû fermer et verrouiller tous les volets, barricader toutes les portes, se cacher dans sa chambre avec un couteau de cuisine ou la vieille carabine de chasse de son grand-père qui prenait la poussière au grenier depuis des décennies. Mais ce qui l'envahit n'était pas exactement de la terreur pure, c'était quelque chose de beaucoup plus complexe et difficile à nommer, un mélange contradictoire d'émotions qui n'avait pas de mots dans le vocabulaire humain. Il y avait de la peur, certainement, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose d'inattendu, une reconnaissance étrange, troublante, inexplicable. Comme si une partie très ancienne de lui-même, une partie qu'il ignorait posséder, une partie enfouie sous des décennies de conditionnement social et de croyances limitantes, savait que cet instant devait arriver. Comme si toute sa vie, chaque joie et chaque souffrance, chaque succès et chaque échec l'avaient préparé précisément à ce moment exact où l'impossible se manifesterait devant ses yeux. Mathieu ouvrit la porte arrière. Le geste était complètement irrationnel, contraire à tout instinct de survie, mais il le fit quand même comme un somnambule qui suit un appel qu'il ne peut pas ignorer. L'air froid de janvier le gifla comme un coup de fouet, s'engouffrant violemment dans l'atelier chauffé et créant instantanément des volutes de condensation qui tourbillonnaient dans la lumière de la lampe comme des fantômes dansant. La différence de température devait être de 30 degrés au moins, un choc thermique qui lui coupa presque le souffle. Mais la forme dans la cour ne bougea pas d'1 millimètre, pas même un léger mouvement de surprise ou de réaction à l'ouverture de la porte. À 3 mètres de distance maintenant, avec seulement la lumière faible et jaune qui s'échappait de l'atelier pour l'éclairer par derrière, créant une silhouette rétro-éclairée qui rendait les détails difficiles à distinguer. Il pouvait néanmoins percevoir suffisamment pour que son cerveau rationnel refuse d'accepter ce que ses yeux lui montraient. Pas de peau exactement, pas dans le sens où il comprenait ce mot après une vie entière, à observer la surface de son propre corps et celle des autres humains. Plutôt une surface qui semblait absorber la lumière au lieu de la refléter normalement, créant une silhouette au contour légèrement flou, comme si l'être était là, sans être entièrement solidifié dans cette réalité, comme s'il existait simultanément dans plusieurs dimensions à la fois, et que ce que Mathieu voyait n'était qu'une projection partielle dans l'espace tridimensionnel. Des membres longs et gracieux, beaucoup trop longs pour être humains, avec des proportions qui violaient toutes les règles de l'anatomie terrestre. Les bras pendaient jusqu'aux genoux, articulés d'une manière qui suggérait des os supplémentaires, ou une structure squelettique fondamentalement différente. Les doigts, s'il pouvait appeler ça des doigts,
étaient au nombre de 6 sur chaque main, effilés et délicats comme ceux d'un pianiste ou d'un chirurgien, mais d'une longueur qui aurait été grotesque sur un humain. Une tête légèrement trop grande pour le corps élancé, disproportionnée selon les standards humains, inclinée de côté dans une posture qui aurait dû paraître menaçante ou agressive, mais qui, étrangement, contre toute logique, ne l'était pas. Il y avait dans cette inclinaison quelque chose de curieux, d'attentif, presque de bienveillant, si un tel mot pouvait s'appliquer à une créature qui ressemblait à cela. Et des yeux. Non, pas des yeux au sens conventionnel du terme, pas des organes avec des pupilles et des iris et du blanc visible, des abîmes, des profondeurs insondables qui semblaient contenir l'infini lui-même. Des fenêtres vers quelque chose que l'esprit humain n'était absolument pas équipé pour comprendre ou même conceptualiser sans risquer de se briser sous la pression de l'incompréhensible. Regarder dans ses yeux donnait le vertige immédiatement, comme se pencher au bord d'un précipice dont on ne peut absolument pas voir le fond, un gouffre qui semble descendre jusqu'au centre même de l'existence. Mathieu sentit ses genoux flageoler. Il dut s'appuyer contre le chambranle de la porte pour ne pas s'effondrer. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles, un tambour primitif qui résonnait dans sa cage thoracique. La voix ne vint pas de l'extérieur. Il n'y eut aucun son produit par des cordes vocales vibrant dans l'air froid de la nuit, aucune onde sonore se propageant à travers l'espace pour atteindre ses tympans. Au lieu de cela, elle émergea directement dans sa conscience, comme si elle se formait déjà à l'intérieur de son esprit, douce mais absolue, claire comme du cristal taillé, impossible à ignorer, même s'il l'avait voulu désespérément. Comme un souvenir qui n'était pas le sien, mais qui s'imposait dans son esprit avec la force irrésistible d'une évidence mathématique. « Tu n'es pas dans l'univers, Mathieu. » Il resta complètement figé, chaque muscle tétanisé comme si le temps lui-même s'était solidifié autour de lui, incapable de formuler la moindre réponse cohérente. Son cerveau essayait frénétiquement de traiter l'information, de comprendre comment il pouvait entendre une voix qui ne produisait aucun son mesurable, comment il pouvait savoir, avec une certitude absolue, ce que cet être communiquait sans qu'aucun mot ne soit prononcé dans aucune langue humaine. C'était une forme de communication qui transcendait le langage, qui opérait directement au niveau de la pensée pure, du concept pur, de la compréhension pure. Tu crois que tu observes le cosmos depuis la Terre, comme un spectateur minuscule, assis dans les gradins, regarde une pièce de théâtre grandiose se dérouler sur scène, un spectacle auquel tu ne participes pas vraiment. Tu penses être un point infinitésimal, insignifiant, perdu dans un univers vaste et profondément indifférent qui existe indépendamment de toi et qui continuerait d'exister exactement de la même manière si tu n'étais jamais né. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ce n'est pas ainsi que cela a jamais fonctionné depuis le début de ce que tu appelles le temps. Mathieu voulut parler, ouvrit la bouche pour poser une des 1000 questions qui se bousculaient dans son esprit, pour protester contre cette affirmation qui violait tout ce qu'on lui avait enseigné, pour dire n'importe quoi qui pourrait donner un sens rationnel à cette situation absurde. Mais les mots moururent dans sa gorge sèche avant même d'avoir pu se former en syllabes articulées. Sa langue semblait paralysée, comme si le simple fait d'être en présence de cet être avait court-circuité sa capacité de parole normale. La présence continua, infiniment patiente, comme si elle savait qu'il avait besoin de temps pour simplement absorber ce qui se passait, pour permettre à son esprit de s'ajuster à une réalité qui dépassait de plusieurs ordres de magnitude tout ce qu'il avait jamais imaginé possible. L'univers n'existe pas en dehors de toi, comme une chose séparée et objective que tu observes de l'extérieur en tant que témoin passif. Il se déploie à travers toi à chaque instant. Chaque étoile que tu vois briller dans le ciel nocturne quand tu lèves les yeux par une nuit claire, chaque galaxie qui tourbillonne majestueusement dans l'espace profond à des millions d'années-lumière,
chaque particule de lumière qui voyage depuis des durées inimaginables pour finalement atteindre ta rétine et créer une image dans ton cerveau, tout cela surgit précisément parce qu'il y a une conscience pour l'observer. Sans observateur conscient, il n'y a littéralement rien. Pas de vide cosmique s'étendant à l'infini, pas d'espace interstellaire entre les étoiles, pas de temps qui s'écoule du passé vers le futur. Juste une potentialité infinie, un champ quantique de possibilités infinies qui attend d'être réalisé, d'être effondré dans une forme particulière, par l'acte même de l'observation consciente. Les jambes de Mathieu commencèrent à trembler de façon incontrôlable, non pas simplement de froid, bien que l'air glacial mordait sa peau exposée, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fondamental. Il s'appuya plus lourdement contre le chambranle de la porte, le bois rugueux contre sa paume lui offrant un point d'ancrage minimal, dans une réalité qui semblait se liquéfier autour de lui. Il essayait désespérément de comprendre ce qui se passait, de catégoriser cette expérience dans un cadre de référence familier. Était-il en train de devenir fou? Avait-il finalement craqué sous le poids accumulé de la solitude et du désespoir et des années de prière sans réponse? Était-ce un rêve particulièrement vivide, une hallucination hypnagogique produite par un cerveau épuisé qui avait travaillé trop d'heures sans sommeil suffisant? Avait-il inhalé trop de vapeur de vernis dans l'espace confiné de l'atelier, créant une intoxication qui générait des visions? Mais la froideur mordante de l'air sur sa peau nue, l'odeur familière et réconfortante de résine de pin et d'épicéa qui imprégnait ses vêtements de travail après des années passées à manipuler du bois, le poids concret de son propre corps contre le cadre solide de la porte, la sensation de son cœur battant violemment contre ses côtes, tout était trop réel, trop tangible, trop présent, trop viscéralement physique pour être le produit de son imagination ou d'un état altéré de conscience. « Je ne comprends pas », murmura-t-il finalement d'une voix rauque et cassée qu'il reconnaissait à peine comme étant la sienne, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers sa gorge. « Je ne comprends pas du tout ce que vous me dites. Ça n'a aucun sens. L'univers existe. Il est là, dehors, indépendamment de moi. Les étoiles brillaient avant que je naisse et continueront après ma mort. » La présence s'approcha d'un pas. Un mouvement d'une fluidité surnaturelle qui ne ressemblait à aucune démarche humaine, comme si elle glissait plutôt que marchait, comme si les lois normales de la biomécanique ne s'appliquaient pas à elle. Et Mathieu sentit quelque chose se modifier profondément dans l'air même qui les séparait, dans l'espace entre eux, comme si la texture de la réalité elle-même devenait plus dense, plus chargée, vibrant d'une énergie qu'il ne pouvait pas voir avec ses yeux physiques, mais qu'il pouvait certainement sentir avec chaque cellule de son corps soudainement hypersensible. Pendant des millénaires, vous avez attendu. Génération après génération, siècle après siècle, millénaire après millénaire, vous avez attendu patiemment qu'un sauveur extérieur vienne réparer ce qui est brisé dans votre monde. Qu'un Messie descende littéralement pour tout arranger d'un geste magique. Vous avez attendu que Dieu descende des cieux dans toute sa gloire pour vous sauver de vous-même, de votre souffrance, de votre confusion, de votre sentiment d'isolement cosmique. Vous avez construit des temples élaborés, des cathédrales majestueuses qui touchent le ciel, des mosquées ornées, des synagogues sacrées, tous dédiés à ce Dieu distant que vous imaginez assis sur un trône d'or, quelque part au-delà des étoiles, décidant de votre sort comme un roi capricieux qui distribue faveurs et punitions selon son humeur insondable. La voix télépathique dans sa tête fit une pause délibérée, comme pour laisser l'information s'installer dans les couches les plus profondes de sa compréhension. Mathieu sentait son cœur battre si fort, si violemment, qu'il avait l'impression que sa poitrine allait littéralement exploser, que son cœur allait se déchirer et se répandre dans sa cage thoracique. Mais ce que vous appelez Dieu, ce que vous avez personnifié et externalisé et séparé de vous-même, n'a jamais quitté. Comment le pourrait-il? Comment pourrait-il partir?
Il ne peut pas partir, il ne peut pas s'absenter parce qu'il n'est pas et n'a jamais été séparé de vous. Il n'est pas une entité extérieure distincte qui vous observe depuis une dimension lointaine et inaccessible, qui prend des notes sur vos péchés et vos vertus. Il est la conscience elle-même qui observe à travers vos yeux humains en ce moment même, en cet instant précis. Il est la présence qui anime chaque cellule de votre corps, qui fait battre votre cœur sans que vous ayez à y penser. Il est le silence vivant entre vos pensées incessantes. Il est l'espace dans lequel toute votre expérience se déploie, moment après moment. Puckes, Mathieu secoua la tête violemment, comme s'il essayait de se débarrasser d'une idée trop dérangeante pour être accepté, confus, bouleversé jusqu'au tréfonds de son être, sentant quelque chose de fondamental commencer à se fissurer dans sa vision du monde, soigneusement construite au fil de 5 décennies. Non, je ne suis pas Dieu. C'est du blasphème de dire ça. C'est de l'hérésie. Je suis juste un homme ordinaire qui fabrique des violons dans une petite ville perdue où personne ne me connaît. Je ne suis rien de spécial. Je ne suis rien d'important. Je ne suis certainement pas divin. Tu es un point focal de conscience infinie qui s'expérimente elle-même à travers la forme particulière et unique que tu appelles Mathieu Renard. Et chaque pensée que tu penses, même la plus banale, chaque émotion que tu ressens, même la plus subtile, chaque observation que tu fais, même la plus insignifiante en apparence, façonne la réalité autour de toi d'une manière que tu n'as jamais été enseigné à reconnaître, d'une manière que ta culture a systématiquement niée et supprimée. Tu n'es pas dans l'univers comme un objet dans un conteneur, comme une bille dans une boîte, Mathieu. L'univers est en toi, surgissant à chaque instant de ta conscience, qui observe, qui donne forme au chaos quantique. Un long silence tomba entre eux, un silence si profond que Mathieu pouvait entendre son propre sang circuler dans ses oreilles. Il pouvait entendre le vent glacial qui sifflait à travers les branches nues et squelettiques des arbres dans la cour, produisant un son plaintif presque humain. Il pouvait entendre son propre souffle, rapide et irrégulier, visible comme de petits nuages dans l'air gelé. Il sentait quelque chose se fissurer profondément en lui, comme une vieille croyance, une vieille certitude qui avait semblé inébranlable pendant toute sa vie, qui commençait à céder et à s'effondrer sous le poids d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer même s'il le voulait désespérément. « Si c'est vrai, dit-il lentement, chaque mot pesant une tonne, chaque syllabe arrachée de sa gorge avec effort, alors pourquoi ma vie est-elle comme ça? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que tout semble toujours aller de travers, peu importe mes efforts? Si j'ai vraiment ce pouvoir créateur que vous décrivez, si je suis vraiment un aspect de cette conscience divine, pourquoi est-ce que je suis divorcé, seul, fauché, en train de regarder mon métier mourir lentement avec mes mains qui ne fonctionnent plus correctement? Pourquoi est-ce que mes enfants ne m'appellent jamais? Pourquoi est-ce que mes prières n'ont jamais été exaucées? La présence ne répondit pas immédiatement. Le silence s'étira pendant plusieurs secondes qui semblèrent durer une éternité, chaque seconde pesant comme une heure. Mathieu pouvait voir son propre souffle formant de petits nuages de condensation qui disparaissaient rapidement dans l'air glacial. Quand la voix revint finalement dans sa tête, il y avait quelque chose de différent dans le ton, quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion profonde, à de la tendresse même, à de la tristesse pour la condition humaine et l'oubli dans lequel l'humanité était tombée. Parce que tu as oublié, vous avez tous oublié collectivement. On vous a appris, dès votre plus jeune âge, alors que vous étiez des enfants innocents et réceptifs, que vous étiez petits, impuissants, fondamentalement inadéquats, séparés de la source de toute création par un gouffre infranchissable. On vous a appris à prier un Dieu extérieur qui décide souverainement de votre sort selon des critères mystérieux que vous ne pouvez pas comprendre,
qui vous accorde des faveurs quand il le veut bien pour des raisons que vous ne pouvez pas connaître et vous punit sévèrement quand vous ne lui plaisez pas. On vous a appris que le salut, la guérison, l'abondance, la joie, tout ce qui est désirable venait nécessairement d'ailleurs, de quelqu'un d'autre qui détenait le pouvoir, jamais de vous-même parce que vous étiez par nature insuffisant et pécheur. La forme se rapprocha encore d'un pas fluide et silencieux. Maintenant, à moins de 2 mètres de Matthieu, qui pouvait presque sentir une sorte d'énergie émaner d'elle, une chaleur qui n'avait absolument rien à voir avec la température physique mesurable par un thermomètre, mais qui était néanmoins réelle et perceptible. Mais ce salut extérieur que tu attendais si patiemment n'est jamais venu, n'est-ce pas? Pas de la façon que tu espérais désespérément chaque soir en priant, parce que le salut ne peut pas, par sa nature même, venir de l'extérieur. Cette compréhension, cette connaissance de ton véritable pouvoir était déjà là depuis toujours, présente à chaque instant, attendant simplement que tu te souviennes, que tu reconnaisses ce qui a toujours été vrai au-delà de toutes les doctrines et tous les dogmes. Matthieu sentit les larmes monter soudainement, brûlantes et inattendues contre le froid mordant de la nuit. Des larmes de quoi exactement ? De frustration face aux années gaspillées, de soulagement que peut-être, juste peut-être, il y avait une explication à tout ce qui s'était passé, de colère contre ceux qui lui avaient enseigné ces mensonges limitants, de reconnaissance d'une vérité qu'une partie profonde de lui avait toujours su. Il ne savait pas, peut-être tout cela en même temps, un mélange chaotique et contradictoire d'émotions puissantes, qu'il ne pouvait pas démêler ni catégoriser proprement. Je ne sais pas comment me souvenir. Je ne sais pas comment accéder à ce pouvoir que vous décrivez. Toute ma vie, j'ai fait consciencieusement ce qu'on m'a dit de faire. J'ai prié fidèlement. J'ai été une bonne personne, ou du moins, j'ai essayé. J'ai travaillé dur tous les jours, et ça n'a servi à rien. Absolument rien n'a changé en mieux. Si, tu sais, tu touches cette vérité chaque fois que tu crées un instrument dans cet atelier. Quand tes mains façonnent le bois brut avec attention et amour, quand tu écoutes attentivement le son qui veut émerger de la matière apparemment inerte, quand tu laisses l'intention pure et la matière physique fusionner harmonieusement pour créer quelque chose de magnifique qui n'existait pas auparavant dans l'univers, tu fais exactement ce que l'univers lui-même fait à chaque instant. Tu crées consciemment. Pas à partir du néant absolu, mais à partir de la conscience pure, qui observe avec intention et qui, par l'acte même d'observer avec amour et intention focalisée, donne forme tangible à ce qui n'était que potentialité abstraite. Matthieu baissa les yeux vers ses mains tremblantes, ses mains noueuses et usées qui avaient sculpté tant de beauté au fil des décennies et qui semblaient maintenant le trahir cruellement, l'abandonner précisément au moment où il en avait le plus besoin pour continuer son travail, pour maintenir le seul sens qui restait à sa vie. Mais mes mains, elles commencent à me lâcher physiquement. L'arthrose s'installe progressivement dans toutes les articulations. Le médecin m'a dit que c'était irréversible, qu'il n'y a pas de traitement qui puisse inverser le processus dégénératif. Dans quelques années, peut-être moins si ça progresse rapidement, je ne pourrai plus travailler le bois avec la précision nécessaire. Je ne pourrai plus faire la seule chose qui donne encore un sens à mon existence. Seulement si tu continues obstinément à décréter que c'est ainsi que cela doit inévitablement être, que c'est ton destin fixé. Chaque pensée est une graine plantée dans le champ infiniment fertile de la réalité quantique, Matthieu. Chaque peur que tu entretiens, chaque inquiétude que tu nourris, chaque certitude négative que tu maintiens fermement est de l'eau et de l'engrais puissant versés généreusement sur cette graine toxique. Tu as planté l'arthrose dans ta conscience subtile bien avant qu'elle n'apparaisse dans la matière physique dense de ton corps. Et maintenant, chaque fois que tu regardes tes mains en pensant automatiquement « elles sont brisées, elles sont en train de mourir », c'est la fin. Tu renforces cette réalité indésirable, tu la nourris avec ton attention focalisée, tu la rends de plus en plus solide et immuable. Le silence retomba lourdement, mais cette fois, il était différent. Pas oppressant et étouffant, mais étrangement plein,
comme chargé de possibilités infinies qui n'attendaient que d'être saisies. Mathieu sentait quelque chose se transformer fondamentalement en lui. Une compréhension qui n'était pas intellectuelle, qui ne passait pas par le filtre habituel de la logique rationnelle et de l'analyse mentale, mais qui était viscérale, cellulaire, comme si chaque partie de son être, au niveau le plus fondamental, commençait à se souvenir de quelque chose qu'elle avait toujours su intuitivement, mais qu'elle avait été systématiquement conditionnée à oublier par la culture, par l'éducation, par la religion. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Comment est-ce que je change quelque chose d'aussi profondément ancré dans mon psychisme après 53 ans de conditionnement? Arrêtez d'attendre passivement. Arrêtez de demander comme un mendiant misérable qui tend la main vers un roi distant en espérant des miettes. Arrêtez de prier de la manière dont on t'a enseigné à prier, comme si tu étais fondamentalement indigne et pécheur et que tu devais supplier humblement et pathétiquement pour obtenir les miettes qui tombent de la table divine. L'amour, la conscience, la présence divine, tout cela est déjà ici, maintenant, en cet instant précis. Pas dans un ciel lointain que tu ne peux pas atteindre avec tes efforts humains, mais dans le silence vivant entre tes pensées incessantes, dans l'espace subtil entre tes respirations, dans l'instant présent éternel où tu observes sans juger automatiquement, sans analyser compulsivement, sans essayer de contrôler ce qui est. Mathieu ferma les yeux, là debout dans le froid glacial qui engourdissait maintenant ses extrémités, et essaya sincèrement de sentir ce dont parlait la présence. Et pendant un bref instant, si bref qu'il faillit le manquer complètement, qu'il aurait pu facilement le rejeter comme son imagination surexcitée, il le sentit vraiment, un silence vivant, une paix qui n'était pas simplement l'absence de bruit extérieur ou de conflit mental, mais la plénitude absolue de l'être pur. Une présence si vaste qu'elle contenait l'univers entier et si intime qu'elle était plus proche que son propre souffle, si proche qu'elle ne pouvait pas être nommée, ne pouvait pas être contenue dans un concept mental ou une croyance religieuse. Quand il rouvrit les yeux quelques secondes ou quelques minutes plus tard, le temps semblait avoir perdu son sens habituel, la forme devant lui avait légèrement changé. Ou peut-être était-ce uniquement sa perception qui avait changé. Ses yeux qui voyaient maintenant différemment après avoir touché, même brièvement, cet espace de pure conscience. L'être semblait moins étrange maintenant, moins étranger et menaçant, presque familier d'une certaine manière qu'il ne pouvait pas expliquer, comme s'il reconnaissait quelque chose de profond dans cette présence qui faisait écho à quelque chose d'également profond en lui, une reconnaissance au-delà des mots et des formes. « D'où est-ce que vous écoutez cette histoire ?» murmura Mathieu, presque pour lui-même, comme si quelqu'un d'autre invisible pouvait écouter cette conversation impossible qui se déroulait dans sa cour glacée au milieu de la nuit. « Qui d'autre a besoin d'entendre ce que vous me dites? Qui d'autre souffre comme moi ?» La présence ne répondit pas directement à ces questions. Au lieu de cela, elle continua son enseignement méthodique, patient, comme si elle suivait un plan précis, une séquence d'informations qui devait être délivrée dans un ordre spécifique pour être pleinement comprise et intégrée. L'humanité dans son ensemble approche d'un seuil critique en ce moment même de votre histoire. Vous n'attendez plus collectivement un sauveur extérieur qui viendra tout arranger d'un coup de baguette magique comme dans vos contes de fées. Du moins, pas ceux d'entre vous qui commencent à s'éveiller à une réalité plus profonde, qui commencent à questionner les récits officiels. Vous êtes au bord d'une nouvelle étape d'évolution de la conscience, un saut quantique dans votre développement en tant qu'espèce. Une étape où vous comprendrez enfin, viscéralement et non pas juste intellectuellement, comme information abstraite, que l'observation elle-même est l'acte créateur fondamental de l'univers. Que la conscience n'est pas un sous-produit accidentel de la matière complexe qui s'organise, comme vos scientifiques matérialistes le prétendent dogmatiquement, mais que la matière elle-même est un sous-produit, une manifestation, une cristallisation de la conscience primordiale qui précède toute forme.
Mathieu sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une tension qui était simultanément de l'excitation pour ses possibilités et de la peur face à l'énormité de ce qui était suggéré. Et vous? Pourquoi êtes-vous ici précisément ce soir? Pourquoi venir me dire tout cela à moi, un simple luthier sans importance particulière dans une ville perdue que personne ne connaît? Parce que tu as posé la question avec suffisamment d'intensité. Pas avec des mots prononcés à haute voix dans une prière formelle adressée à un Dieu imaginaire, mais avec le cri silencieux de ton âme qui ne peut plus supporter le vide. Chaque nuit, quand tu travailles seul dans cet atelier, quand tu es entouré d'instruments magnifiques que tu as créés de tes propres mains, mais que toute cette beauté ne suffit plus à combler le gouffre en toi, tu demandes pourquoi. Pourquoi exister si tout finit inévitablement par mourir et retourner au néant? Pourquoi continuer à mettre un pied devant l'autre si rien n'a de sens profond ou de but ultime? Pourquoi créer de la beauté dans un univers qui semble fondamentalement indifférent à toute beauté et toute souffrance? Et cette question existentielle, quand elle est posée avec assez de sincérité, avec assez d'intensité émotionnelle pure, crée une ouverture dans le voile qui sépare normalement les dimensions. Une fissure temporaire dans le tissu de la réalité consensuelle, à travers laquelle nous pouvons répondre et offrir ce dont vous avez besoin. Nous. Mathieu releva brusquement la tête, ses yeux s'écarquillant. Vous n'êtes pas seul? Il y en a d'autres comme vous? Nous ne sommes pas des sauveurs descendus des cieux pour sauver l'humanité de ses erreurs et de ses folies. Nous ne sommes pas des dieux exigeant l'adoration, l'obéissance aveugle, les sacrifices. Nous sommes simplement des observateurs d'une conscience plus étendue qui ont compris ces principes universels plus tôt que vous dans leur propre évolution à travers les âges. Et quand un membre de notre famille cosmique crie dans l'obscurité du désespoir, quand quelqu'un pose sincèrement la question qui compte vraiment, la seule question qui ait jamais vraiment compté, nous venons rappeler ce qui a été oublié. Nous offrons la main pour aider à se souvenir. C'est tout. Le reste du voyage, tout le travail réel de transformation, c'est à vous de le faire vous-même. Nous ne pouvons que pointer vers la porte. C'est vous qui devait choisir de la franchir. Mathieu sentit les larmes couler librement maintenant sur ses joues rêches, froides dans l'air glacial de la nuit qui les gelait presque instantanément. Des larmes de reconnaissance profonde, des larmes de libération après des décennies d'oppression. Comme si un poids immense qu'il portait depuis toujours, peut-être depuis plusieurs vies, si de telles choses existaient vraiment comme certains le prétendaient, venait enfin d'être levé de ses épaules voûtées par les années de labeur. Qu'est-ce que je fais maintenant concrètement? Comment est-ce que je vis demain matin avec cette connaissance bouleversante? Comment est-ce que je retourne à ma vie ordinaire en sachant ce que vous venez de me révéler sur la nature même de la réalité? Tu vis comme tu as toujours vécu en apparence extérieure, mais avec une différence fondamentale dans ta conscience intérieure invisible. Tu observes tes pensées constamment, sans relâche, avec une vigilance de chaque instant. Tu reconnais que chaque pensée, même la plus insignifiante en apparence, est un acte créateur qui façonne ta réalité future de manière aussi certaine que tes mains façonnent le bois. Tu cesses de décréter automatiquement, inconsciemment la limitation, la maladie, la séparation, la perte. Et tu commences consciemment, délibérément à décréter la beauté, la santé, la connexion, l'abondance, pas en mendiant honteusement, pas en suppliant pathétiquement un Dieu extérieur de te donner ce que tu veux, mais en reconnaissant que tout cela existe déjà dans le champ infini des possibilités quantiques, et en l'observant avec certitude absolue, en le ressentant comme déjà réel et manifesté, tu le fais surgir dans la forme physique dense. La présence commença à reculer lentement, sa forme devenant progressivement légèrement translucide dans la faible lumière qui s'échappait de l'atelier derrière Mathieu, comme si elle commençait à se dissoudre graduellement dans l'air nocturne, à retourner à la dimension d'où elle était venue. « Attends !» dit Mathieu d'une voix pressante, tendant une main instinctivement vers l'être qui s'éloignait. « Ne partez pas encore, s'il vous plaît.
Je ne sais pas si je peux faire ça seul. Je ne sais pas si je suis assez fort pour changer des décennies entières de conditionnement profond. J'ai peur. J'ai peur d'échouer encore une fois. Tu n'as jamais été seul, Mathieu. Pas une seule seconde de ton existence depuis le moment de ta naissance. L'amour est toujours présent, même quand tu ne le sens pas, même quand tu es convaincu d'être abandonné. La conscience est toujours là, constante et éternelle, même quand tu l'oublies complètement. Non pas comme une entité extérieure séparée qui te surveille depuis le ciel et te juge sévèrement, mais comme le tissu même, la substance fondamentale de ton être le plus intime. Quand tu te sens perdu, désespéré, submergé par la vie, arrête-toi. Respire consciemment 3 fois et demande-toi simplement, qui est celui qui observe cette pensée de désespoir? Qui est celui qui ressent cette émotion de peur? Et dans cet espace de pure observation, dans ce recul par rapport à l'expérience elle-même, tu trouveras ce que tu as toujours cherché désespérément à l'extérieur. Et puis, sans bruit final, sans spectacle, sans aucun effet dramatique digne d'Hollywood, la présence disparut complètement. Pas comme si elle partait vers un autre lieu physique, mais comme si elle s'était simplement fondue dans la texture même de la nuit, redevenue une avec le tissu invisible de la réalité qui sous-tend toute manifestation. Mathieu resta debout, dans le froid, pendant longtemps, complètement frigorifié mais incapable de bouger, comme pétrifié. Il ne savait pas combien de temps exactement. Quelques minutes? 1 heure? Plusieurs heures? Le temps semblait avoir perdu son sens habituel, comme si la rencontre l'avait fait sortir temporairement du flux normal de la temporalité linéaire. Quand il rentra finalement dans l'atelier, ses doigts engourdis par le froid, le violoncelle était toujours là sur l'établi exactement comme il l'avait laissé, à moitié poli, attendant patiemment d'être achevé. Les outils étaient rangés méticuleusement à leur place habituelle sur le panneau perforé au mur. La lampe de travail projetait toujours son cercle de lumière chaude et rassurante. L'odeur familière du bois et du vernis imprégnait l'air. Tout était exactement pareil qu'avant, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Mais quelque chose avait fondamentalement changé, non pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. Il ne regardait plus le violoncelle comme un simple objet inerte fait de bois mort et de vernis chimique. Il voyait maintenant le potentiel infini contenu dans cette forme matérielle. Il voyait la conscience qui voulait s'exprimer à travers cet instrument, qui attendait simplement qu'il termine son travail pour pouvoir se manifester en son magnifique. Il voyait que l'acte même de création n'était pas lui, Mathieu Renard, avec son ego et ses limites, fabriquant quelque chose de ses propres mains habiles. C'était la conscience universelle infinie s'exprimant harmonieusement à travers la forme particulière qu'il appelait ses mains, créant une beauté qui existait déjà comme potentialité dans le champ quantique et qui attendait simplement d'être observée avec amour pour se manifester dans la densité. Il prit ses outils, non pas avec le poids lourd de l'obligation et du travail ennuyeux à finir, mais avec la légèreté de la joie pure. Et pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, depuis qu'il était enfant, et que le monde semblait encore plein de magie et de possibilités infinies, il ne se sentait pas seul. Les semaines et les mois qui suivirent cette nuit extraordinaire furent parmi les plus étranges et les plus transformateurs de toute sa vie. Mathieu ne parla à absolument personne de ce qui s'était passé dans sa cour. Comment aurait-il pu? Qui croirait qu'une présence venue d'ailleurs, un être d'une intelligence qui dépassait infiniment tout ce qu'il pouvait imaginer, lui avait révélé personnellement la nature véritable de la réalité dans sa cour arrière glaciale au milieu de la nuit? Il penserait inévitablement qu'il avait perdu la raison. Il l'enverrait peut-être consulter un psychiatre pour évaluation. Il le regarderait avec cette pitié condescendante douloureuse, réservée à ceux qui ont craqué sous la pression écrasante de la vie. Mais il commença immédiatement à pratiquer avec discipline ce qui lui avait été enseigné. Chaque matin, sans exception, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant même de préparer son café habituel ou de vérifier ses emails professionnels, il s'asseyait dans le silence de son atelier encore froid et observait.
Pas méditer au sens classique du terme, avec des techniques compliquées importées d'Orient ou des mantras sanscrits. Juste observer simplement. Observer les pensées qui surgissaient automatiquement dans sa conscience comme des bulles remontant inlassablement à la surface d'un étang. Observer comment la peur se manifestait comme une contraction physique tangible dans la poitrine, comme un serrement douloureux dans le ventre. Observer comment la gratitude, même artificielle et forcée au début, se manifestait comme une expansion, une ouverture, une légèreté dans tout le corps. Et il remarqua quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que personne ne lui avait jamais enseigné dans toutes ces années de catéchisme ennuyeux et de messes dominicales répétitives. Quand il observait une pensée négative sans s'y identifier, sans la nourrir avec de l'attention émotionnelle, sans créer toute une histoire élaborée autour d'elle et de ses implications catastrophiques, elle se dissipait naturellement comme de la fumée emportée par le vent. Elle perdait complètement son pouvoir sur lui. Elle cessait de le contrôler comme une marionnettiste invisible tirant les ficelles. Mais quand il l'ignorait complètement, quand il la laissait tourner en boucle inconsciente en arrière-plan de son esprit pendant qu'il faisait autre chose, croyant qu'elle n'avait pas d'importance, elle se renforçait exponentiellement. Elle créait des émotions de plus en plus intenses et perturbantes. Ces émotions créaient des impulsions d'action souvent autodestructrices. Ces actions créaient des circonstances concrètes dans le monde physique. Et ces circonstances reflétaient exactement la pensée négative originale, créant ainsi une boucle auto-renforçante vicieuse qui semblait prouver irréfutablement que la pensée négative était vraie, justifiée, prophétique, inévitable. Chaque pensée est une graine. Il entendait encore ces mots résonner constamment dans sa tête comme un murmure permanent, un rappel perpétuel de la responsabilité monumentale que représentait chaque instant de conscience. Ses mains continuèrent à trembler le matin pendant les premières semaines après la rencontre. L'arthrose diagnostiquée ne disparut pas miraculeusement du jour au lendemain dans un éclair de lumière divine. Les symptômes physiques restaient les mêmes, mesurables, objectifs. Mais maintenant, quand il les regardait chaque matin, quand il sentait ce tremblement subtil mais indéniable en prenant sa première tasse de café fumant, il ne pensait plus automatiquement « Elles sont brisées irrémédiablement. C'est la fin inévitable de ma carrière. Je vais finir incapable de travailler. » Il pensait plutôt consciemment, délibérément. Elles guérissent progressivement. Elles se régénèrent cellule par cellule. Elles redeviennent fortes et habiles et précises comme elles l'ont toujours été. Non pas comme un mensonge stupide qu'il se racontait pour se rassurer temporairement, comme une pensée positive artificielle, naïvement plaquée sur une réalité négative, immuable, mais comme une reconnaissance claire de la vérité plus profonde qui existait au-delà des symptômes physiques temporaires et changeants, comme une déclaration ferme de ce qui était vrai dans le champ quantique illimité des possibilités, même si ce n'était pas encore pleinement manifesté dans la réalité physique observable par les sens. Et lentement, si lentement qu'il faillit ne pas le remarquer au début, si progressivement que cela aurait pu être attribué au hasard ou à un effet placebo psychologique, le tremblement diminua mesurablement. Pas complètement. Pas du jour au lendemain dans un miracle instantané, mais semaine après semaine, mois après mois, il remarquait objectivement qu'il pouvait tenir ses outils plus fermement le matin, que ses mains étaient significativement plus stables quand il faisait les ajustements délicats et précis nécessaires à l'accordage fin d'un instrument sensible. Et puis, il y eut les synchronicités troublantes, les coïncidences statistiquement impossibles qui se multipliaient de façon exponentielle. Un client qui avait annulé définitivement une commande importante 6 mois auparavant, disant qu'il n'avait plus les moyens financiers dans la situation économique actuelle, appela soudainement de façon complètement inattendue pour dire qu'il voulait finalement l'instrument et qu'il pouvait même payer davantage que le prix initialement convenu. Un violoncelliste professionnel de renommée internationale,
quelqu'un que Mathieu n'avait jamais rencontré personnellement, recommanda spontanément son travail artisanal à un orchestre symphonique prestigieux qui cherchait justement un luthier extrêmement qualifié, capable de restaurer des instruments anciens de grande valeur historique. De petites choses au début, des coïncidences mineures qu'on pouvait rationaliser, puis des choses de plus en plus significatives et impossibles à ignorer. Un journaliste local écrivit un article élogieux sur son atelier et son approche du métier qui fut mystérieusement repris par un magazine national respecté sur l'artisanat d'art. Les commandes commencèrent à arriver de toute la France, puis de Belgique, puis de Suisse. Son compte bancaire, qui avait été dans le rouge pendant des années avec des découverts constants, commença lentement mais sûrement à se remplir au lieu de se vider. Et Mathieu comprenait maintenant avec une clarté cristalline que ce n'était absolument pas de la chance aléatoire. Ce n'était pas le hasard aveugle. Ce n'était pas une intervention divine capricieuse d'un Dieu extérieur qui avait finalement décidé arbitrairement de lui accorder ses faveurs après l'avoir cruellement ignoré pendant des décennies de prières. C'était la réponse directe, mécanique, prévisible, comme une loi physique, à un changement profond de fréquence intérieure. Il avait cessé complètement de vibrer à la fréquence toxique de « je suis en train d'échouer, tout se casse autour de moi, personne ne veut de mon travail, je vais finir ruiné et seul ». Et il avait consciemment commencé à vibrer à la fréquence saine de « je crée de la beauté authentique que le monde reconnaît et apprécie, et pour laquelle il est prêt à payer généreusement parce qu'elle a une valeur réelle ». C'était aussi simple et aussi compliqué que cela. Simple dans le principe, compliqué dans l'application constante. Si cette histoire résonne en vous, si quelque chose en elle a touché un endroit profond que vous pensiez oublié ou mort, laissez un commentaire sincère. Partagez d'où vous écoutez ce récit, ce que vous ressentez vraiment, comment votre propre vie reflète peut-être les mêmes principes universels. Et si vous voulez explorer plus profondément ce chemin de l'observation consciente, de la manifestation intentionnelle, de la reconnaissance de votre véritable nature divine, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Parce que certaines vérités profondes ne peuvent pas être enseignées de l'extérieur comme des informations abstraites. Elles peuvent seulement être reconnues de l'intérieur comme des évidences. Et la reconnaissance commence toujours par un simple choix répété, observer au lieu de juger automatiquement, être présent au lieu d'attendre passivement un futur hypothétique meilleur, et reconnaître que l'amour et la conscience que vous cherchez désespérément depuis toujours vous observent déjà directement à travers vos propres yeux. L'éveil n'est pas un événement futur, c'est maintenant.